Bonjour et bienvenue. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jolène Thibault et je suis agent des communications pour le projet Opter pour la Terre de la CBDC Restigouche de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Je me joins à vous aujourd'hui depuis les territoires traditionnels ancestrales et non cédés des Premières Nations Mi'kmaq sur lesquels nous continuons d'apprendre et travailler aujourd'hui. Je suis accompagnée de Julie Savaria, entrepreneure primée et fondatrice de Bindia Savaria Consulting. Julie se définit comme une spécialiste de la justice, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. Sans entrer dans trop de détails, Julie et moi discuterons des microagressions et comment faire face à celles-ci. Je tiens également à vous remercier de prendre votre temps pour discuter de ça avec nous aujourd'hui. C'est un sujet vraiment important qui touche plusieurs employeurs. Sans plus tarder, je passe la parole à Julie qui nous parlera un peu plus de ce sujet si important. Merci beaucoup, Jolène, merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Et puis, en effet, les micro-agressions, c'est un sujet dont on parle souvent. Donc, c'est un mot qu'on entend souvent, mais tout le monde ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi une micro-agression en tant que telle. Moi, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui, surtout sur le milieu du travail où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions entre les personnes. Et c'est sûr que tout le monde, j'espère, maintenant en 2022, tout le monde sait c'est quoi la discrimination, c'est quoi le racisme, etc. Mais quand on vient plus toucher à des choses qui sont plus subtiles en nature, comme les microagressions, là, les barrières sont un petit peu floues et les définitions sont tout aussi floues. Donc, une microagression, en fait, c'est une attaque verbale ou non verbale qui peut être intentionnelle ou non intentionnelle, qui a pour but de venir dénigrer une des facettes, une des dimensions de l'identité d'une personne. Donc, quand on pense microagression, on va souvent penser à des microagressions qui vont toucher l'aspect racial d'une personne, mais ça peut venir aussi toucher tout ce qui est orientation sexuelle, identité du genre. Est-ce que la personne est avec un handicap ou pas, l'âge de la personne, son statut socio-économique, etc. Donc, les microagressions peuvent vraiment toucher n'importe quelle partie qui font de quelqu'un lui-même ou elle-même. Euh, une chose que j'aime beaucoup préciser par rapport aux microagressions, c'est que oui, il y a le terme micro devant agression, mais il n'y a rien de micro quant à l'impact des microagressions. En effet, elles peuvent être assez dévastatrices. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Ah oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu pourrais nous donner des différents types de microagressions? Oui, tout à fait. Il y en a tellement. OK, je vais vous en dire quelques-unes. Donc, il y en a certains, ça pourrait être, vous avez peut-être déjà entendu aussi. En fait, je suis persuadée que vous avez entendu plusieurs choses qui étaient des micro-agressions, mais c'est juste que vous ne le saviez peut-être pas parce que ça ne vous touchait pas nécessairement ou que ça ne touchait pas une de vos dimensions de votre identité. Donc, des exemples, ça peut être, vous êtes très articulé pour une personne noire, vous parlez très bien pour une personne noire, ou bien, OK, mais tu as dit que tu étais Canadien, Canadienne, mais tu viens d'où vraiment, là? Tu viens d'où, là? Tu es vraiment insisté sur, OK, mais tu viens d'où? Un autre, ça peut être, vous êtes gay? Heureusement que tu n'en as pas l'air. Ça, c'est un autre exemple d'une microagression, ou bien une dernière, ce serait, vous, les femmes musulmanes, là, vous devriez juste arrêter de porter le voile. On est au Canada. Donc ça, ce serait un autre type de microagression. Donc, j'ai donné plusieurs exemples différents pour montrer un petit peu ça peut ressembler à quoi et aussi que ça peut toucher vraiment toute une grande variété de dimensions de l'identité de quelqu'un. Ah oui, puis je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu ça sans savoir que c'était nécessairement une microagression, mais ça arrive au milieu de travail avec des amis. C'est un sujet qui est super intéressant, mais aussi qui touche plusieurs domaines, Ouais, entre autres les employeurs. Qu'est-ce qui est exactement. comme l'impact qu'est-ce qui serait comme l'impact d'une microagression? Oui, une microagression va avoir un impact à plusieurs niveaux. On peut presque regarder ça comme une cascade de réactions. OK? Donc,
quand on pense à une microagression, ben, quand je pense à l'impact d'une microagression plus spécifiquement, je regarde ça à travers trois phases presque. Donc, la première, c'est ce qu'on va appeler le dilemme interne. Donc, qu'est-ce que c'est que le dilemme interne? C'est quand on entend une microagression, mais euh, plusieurs fois au cours d'une journée, plusieurs fois au cours de plusieurs mois, parce qu'on s'entend que entendre une microagression, tu sais, tu dis, bon, OK, c'est correct, tu sais, je vais passer par-dessus. Mais quand tu es la victime d'une microagression plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et donc plusieurs fois par année, bien, c'est là que ça peut venir déclencher un certain questionnement de sa propre personne. Et c'est là que le dilemme interne vient prendre toute sa splendeur un petit peu. Le dilemme interne, ça va vraiment être quand on va commencer à se poser des questions. Donc, est-ce que j'ai bien compris qu'est-ce que la personne a dit? Est-ce que la personne voulait vraiment dire ça? Peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que je réagis trop. Ah, ben, est-ce que je devrais en parler à quelqu'un? Ah, si j'en parle, peut-être que on va pas me croire, ça va juste envenimer les choses, ça va aggraver les choses et je risque d'avoir les conséquences. Dans ce cas, finalement, je préfère pas en parler. Et en fait, l'effet de ça, c'est que ça va amener presque à une spirale vers le bas, où est-ce que la personne peut avoir une perte de confiance en soi, peut douter de ses capacités et peut être toujours sur le qui-vive, toujours à l'affût en fait d'une nouvelle microagression qui peut lui arriver dessus. Ensuite, après le dilemme interne, il y a bien entendu les conséquences psychologiques. Donc, on peut s'en douter que, bon, on commence à se poser beaucoup de questions. Le dilemme interne vient soulever quand même plusieurs choses, dont le stress. Mais pour un point de vue des conséquences psychologiques, on regarde au niveau donc, de la santé mentale. Donc, des troubles d'anxiété, des attaques de panique, la dépression, misère à dormir, une diminution des capacités cognitives. Et donc, tout cela, en fait, ça a montré avec, il y a quelques études qui ont été faites, mais il y en a une en particulier qui m'est vraiment restée dans la tête et qui a été effectuée sur plusieurs campus universitaires. Et ils ont pu faire un lien entre le taux de microagression et puis les pensées suicidaires chez les étudiants. Donc, on peut voir que ça a quand même un grand impact sur la santé mentale et des conséquences donc psychologiques. Et finalement, bien, il y a les conséquences de santé physique. Et donc, ces conséquences-là vont venir toucher, et quand je dis la santé physique, parce que je parlais de santé mentale, quand on parle de stress élevé, de panique, d'anxiété, de dépression, tout cela va amener beaucoup de stress aussi. Et qui dit stress, dit niveau de cortisol élevé dans le sang, dans le corps. Et avoir un haut taux de cortisol peut mener à plusieurs maladies, dont des maladies cardiovasculaires comme de la haute pression, même des maladies du cœur en tant que telles. Ça peut aussi mener à un début précoce de diabète de type 2. Donc, quand on pense à une microagression, oui, on peut peut-être penser que oui, ben, la personne ne voulait pas le dire. Mais si on ne prend pas conscience de l'impact que ça a, on peut voir que ça peut aller vraiment loin, surtout quand c'est fait à répétition. On peut penser à ça un peu comme aussi une piqûre de moustique. Tu sais, une piqûre de moustique, c'est pas agréable, tu sais, mais sauf que bon, on, on peut survivre. Mais quand il y en a plusieurs en même temps sur une longue durée de temps, ben là, ça peut devenir un problème beaucoup plus sérieux. Oui, c'est exactement. Puis on dit microagression, mais qui a tellement des gros impacts. Si on est témoin d'une microagression, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a plusieurs façons de contrer des microagressions. Donc, si on est témoin, selon sa position dans son entreprise, sa relation avec la personne qui a été victime et puis la personne qui est le ou la microagresseur, agresseuse, ben, la première chose, c'est de s'assurer que la victime soit dans un environnement où est-ce qu'elle a un certain choix. T'sais, donc, la première chose que je dis aux gens, c'est de ne pas jouer les sauveurs. T'sais. Donc, à part si c'est quelque chose de très évident, du racisme très, très évident. C'est quelque chose que tu sais que c'était pas non intentionnel, on va dire. Ben, à ce moment-là, oui, on peut peut-être essayer d'intervenir pour essayer de calmer le jeu, mais a priori,
comme je dirais qu'il faut peut-être d'abord parler à la victime, à côté, s'assurer qu'elle est correcte, demander si elle a besoin de quelque chose, si elle veut en parler déjà, parce que peut-être que la personne ne veut pas en parler, et puis de demander si elle voudrait qu'on intervienne. Si on a une bonne relation avec la personne qui a commis la microagression, à ce moment-là, ce serait quand même une bonne idée d'aller lui parler, dire, tu sais, qu'est-ce que tu as dit? L'interprétation, la perception de ce que tu as dit, ben c'est ça. Peut-être que la personne s'en rendait absolument pas compte. Et puis peut-être qu'elle va dire, oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, j'en avais aucune idée. Et si la personne, elle dit, oh ben tu sais, c'est une blague, là, faut pas être sensible, on peut plus rien dire de toute façon, ben on peut quand même juste réitérer encore une fois que ben peut-être c'est ta version des faits, mais le fait, c'est que ça a heurté quelqu'un ou ça a le potentiel de heurter quelqu'un. Parce qu'une chose aussi, c'est que on peut pas contrôler comment est-ce que la personne en face de soi va se sentir, mais on peut contrôler la façon dont nous, on va réagir à la personne en face de soi. Donc, par rapport à comment est-ce que la victime se sent. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir pas aller de l'avant avec une attitude d'attaque qui va à ce moment-là juste amener des défensives assez intenses chez les gens. Personne n'aime être attaqué. Mais juste essayer de faire comprendre aux gens que, ben, tu sais, il y a des façons de faire, des façons de dire des choses qui peuvent heurter les autres. OK. Ah, super. Puis, si on est victime d'une microagression, comment on peut réagir à celle-ci? Oui, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs réponses. Ça dépend vraiment de la personne, ça dépend du milieu dans lequel elle se trouve. Donc, si c'est dans une réunion de travail ou bien si c'est juste entre deux collègues pendant le lunch ou si c'est dans une conférence. Donc, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont décider de la chose. Mais en général, la victime d'une microagression peut réagir de 4 façons différentes. La première, c'est d'essayer de discerner qu'est-ce que la personne a dit, mais sans pour autant en parler. Donc, c'est là que le dilemme interne peut venir se développer. Donc, c'est, mais est-ce que c'est ça que la personne voulait dire? Je sais pas. Peut-être que j'exagère. Donc, vraiment, encore toutes ces questions-là. Donc, c'est de discerner un petit peu la situation puis voir quoi en faire. La deuxième chose, ce serait de désarmer un petit peu pour faire diminuer la tension lors de la situation. Donc, ça peut être ne pas porter attention à ce que la personne a dit, puis juste dire quelque chose de complètement différent. Donc, ça peut être parler du temps, ou bien faire une blague, ou parler du prochain meeting, ou des chiffres des ventes qu'on a eu dans la compagnie. Donc, juste essayer de dévier l'attention pour désarmer un petit peu la situation. La troisième, c'est de défier. Ça, c'est quand tu vas poser les questions directement à la personne. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Est-ce que tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit? Et tu parlais de qui comme ça? Est-ce que tu peux dire si tu parlais de moi en tant que tel? Donc, ça, c'est vraiment aller plus sur une position offensive un petit peu pour essayer d'avoir des explications. Et la dernière façon, c'est d'attendre et décider, voir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, décider si on veut en parler ou décider si on veut en parler à quelqu'un plus tard, si on veut en parler à notre superviseur, si on veut parler à notre directeur, à nos ressources humaines. Donc, prendre ça, mais de façon plus, pas passive, mais avec un petit temps d'attente pour essayer de voir, décider qu'est-ce qu'on va faire selon le contexte dans lequel la microagression a été commise. Super, merci. Puis, comment une organisation, comment elle peut faire pour contrer les microagressions? Oui. Donc, en tant qu'organisation, ça peut être un petit peu difficile du fait que c'est souvent subtil. Les microagressions, à part pour la victime, ça peut être subtil pour les microagresseurs ou les personnes qui sont peut-être de la même culture, du même groupe ethnoculturel que le microagresseur. Donc, ça, c'est important à se rappeler. Mais en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les organisations, les entreprises peuvent faire? C'est de créer des environnements inclusifs et solidaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est de s'assurer de collaborer avec différents groupes qui vont être engagés dans la lutte contre le racisme, la discrimination, juste pour avoir aussi plusieurs expériences vécues autour de la table, parce que ça va favoriser un environnement
où est-ce que tout le monde va se sentir équipé ou va se sentir en sécurité quand ils vont vouloir venir parler de choses. Donc, ils vont pas se sentir comme quoi qu'il va y avoir des représailles. Ils vont pas se sentir comme quoi qu'on va pas les croire, qu'on va pas les écouter. Donc, vraiment créer cet environnement-là où est-ce que les gens peuvent venir parler. Et ça commence par l'éducation. Donc, offrir des formations ponctuelles comme celle-ci et aussi continues va être extrêmement important pour les organisations parce qu'on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne sait pas. C'est aussi simple que ça. J'ai eu dans le passé beaucoup de cas de clients, donc des employés, des gestionnaires même qui n'avaient pas reconnu que ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient dit était des micro-agressions. Donc, continuer sur cette base d'éducation, mais aussi essayer de donner des espaces, on va appeler ça des espaces de courage ou des espaces de communication, des plateformes où est-ce que les gens peuvent venir discuter de plusieurs sujets et de façon assez libre. Mais ça passe en premier par l'éducation. Et finalement, je dirais que de façon peut-être un petit peu pratico-pratique, les organisations peuvent aussi juste s'assurer qu'il y a des mécanismes de responsabilisation au sein de l'entreprise pour qu'il y ait un message clair qui va être passé du fait que les microagressions ne vont pas être tolérées au même niveau que le racisme ne va pas être toléré. Parce que je peux garantir que dans toutes vos organisations, toutes vos compagnies, il y a des gens qui sont confrontés à des microagressions sur une base quotidienne, une base régulière. Donc, c'est important de pouvoir le reconnaître et pouvoir leur prodiguer justement un espace où est-ce qu'ils peuvent venir en parler en toute sécurité. Merci beaucoup pour ces connaissances sur les microagressions. Je suis sûre que ça va aider beaucoup d'employeurs. C'est un sujet super intéressant qui vaut la peine d'être parlé. Assurez-vous aussi aux employeurs de vous joindre à nous le 21 février à 14 heures, heure de l'Atlantique, où Julie et moi discuterons des biais inconscients. En attendant, vous pouvez consulter de nombreuses ressources disponibles sur notre site web, opterpourletalent.ca. Merci encore de vous avoir rejoint à nous, puis on espère de vous voir le 21 février. On est ici pour répondre à toutes questions que vous pouvez avoir, moi et Julie. Donc, gênez-vous pas. Merci. Merci.